incontournable des fins palais, Tain et sa légende de l'Ermitage sont coincés entre ses vignobles en terrasse et le Rhône. C'est avec Fabien et son drôle de triporteur que Laurence a prévu de vous faire découvrir les secrets d'un mythique nectar. Vous êtes parti pour une promenade dans les vignes pour aujourd'hui? Ah, tout à fait prête. Eh bien, on y va avec le triporteur. Allez, on y va. Eh ben, on est pas mal. Alors tu m'emmènes où? On va aller se promener, on va prendre de la hauteur, on va aller dans les vignes de l'Ermitage. Voilà, on va faire une première petite halte ici. Voilà, donc nous voilà arrivés. Donc là, on est sur le plateau de l'Ermitage et donc on voit bien le Rhône. Alors, il faut remonter à des milliards d'années, mais en fait, toute cette plaine-là était recouverte d'une grande mer et c'est un sol d'alluvion. Le Rhône aurait dû passer dans cette plaine et il n'aurait jamais dû passer entre Tain-l'Hermitage et Tournon, qui est juste Ah ouais, là. vraiment? C'est ce qui va faire un petit peu la différence entre l'Hermitage et le Gros-Hermitage, c'est qu'en fait, ici, on est sur un plateau de galets roulés, mais après, quand on va continuer à monter, on va voir qu'on est sur du granit. C'est Cette pour ça qu'on a complexité de sol. deux appellations différentes. Voilà. Alors, cette route, en fait, fait la séparation entre l'appellation Gros-Hermitage et Hermitage. Et tu verras qu'après, le terroir change. Entre histoire et légende, Laurence va vous éclairer sur la véritable origine de la viticulture locale en se rendant à la chapelle Saint-Christophe. C'est bien là que tout a commencé. Elle estime que cette quête vaut bien quelques tours de pédale, surtout si c'est Fabien qui s'y colle. Merci d'avoir fait ces efforts parce que c'est vraiment splendide ici. Ce nom, Hermitage, est-ce que ça vient de la chapelle qu'on voit là? Oui, alors cette chapelle, il y a une légende et la réalité. La légende veut que le chevalier Henri-Gaspard de Sternberg, pendant les croisades, en 1200 et quelques, était venu se retirer en ermite, ici, sur ce rocher, et il avait ramené un pied de vigne. Et la deuxième année, il a planté 2, 3, et les pèlerins venaient pieds nus monter cette chapelle pour déguster le vin de l'Ermitage. Ah, elle est super belle cette légende. Oui, alors ça c'est la légende, mais la réalité, cette chapelle date du XXe siècle. Elle était construite sur un ancien temple romain. En fait, c'est ancestral qu'il y ait des vignes ici. Les Romains avaient déjà choisi ce terroir d'Hermitage parce que c'est un terroir assez exceptionnel. Mais la terre et l'histoire ne suffisent pas pour faire du bon vin. Il faut aussi un bon vigneron pour sublimer les saveurs. Il se trouve que Fabien connaît l'homme de la situation. François règne sur le domaine des entrefaux et maîtrise la production du syrah comme personne. Voilà Laurence, je vais te présenter François. Bonjour François. Bonjour. Laurence. Enchanté. Salut Ça Fabien. va bien? Je vois que vous êtes en pleine vendange. Oui, on est en train de vendanger les dernières parcelles de Gros-Hermitage. Il m'a dit que tu faisais de la culture bio. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la culture biologique, c'est-à-dire qu'on utilise principalement du cuivre et du soufre et des algues et des plantes uniquement, et on travaille le sol, donc c'est pour ça que tu as des sols qui sont assez vivants. C'est un peu enherbé parce qu'on a eu un peu d'humidité, donc ça nous permet d'absorber l'eau, de pomper l'eau, et ça évite que les raisins, eux, boivent, contrairement à l'herbe. Le bio en Drôme, c'est quelque chose qui monte? Alors le bio est assez important en Drôme, c'est le premier département de France à faire de l'agriculture biologique. Tout à l'heure, Fabien m'a emmené sur les collines. Ici, on est sur un terrain plat. Est-ce que ça change le goût de ton vin? Oui, tout à fait, Laurence, parce que sur les terrains de coteaux, tu vas produire des vins plutôt structurés, tanniques, plutôt des vins de garde. Et dans la partie, ce qu'on va appeler de plaine, on va faire des vins plus gourmands, plus fruités, des vins beaucoup plus tendres, des vins à boire plus jeunes. Bon Laurence, aujourd'hui c'est un moment de vendange. C'est un jour un petit peu particulier. Donc moi, je vais rejoindre mon équipe, je vais vous dire au revoir. Si vous avez le plaisir de repasser dans la région, venez goûter le millésime 2014 quand vous voulez. Ça sera avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Comme Laurence, il vous faudra donc patienter pour vous délecter des saveurs du millésime 2014, car plusieurs mois de vinification sont nécessaires pour obtenir ces crus de renommée mondiale. Pour Laurence, un galet plus un galet égale 2 galets. Mais pour Ferdinand Cheval, le facteur de Haute-Rive, cela devient le début d'une incroyable épopée artistique. Eh bien, c'est à cet étrange voyage que Laurence vous convie. Elle retrouve Marie-Josée au pied de ce fameux palais idéal, aussi déroutant qu'envoûtant. Ravi de t'accueillir. Il a mis 20 ans pour construire cette façade. Rien que cette partie-là. Ouais. Lui, il a construit son palais comme un enfant construit un château de sable. Il ne savait pas, il a appris en faisant. C'est pour ça que ça lui a pris d'ailleurs autant de temps. Et puis c'est aussi la façade où il y a le plus de pierres parce qu'il était
encore en forme. Et il a commencé par où alors parce que c'est tellement gigantesque. Alors il a commencé, tu vois, par ici, par cette petite source de la vie, comme il l'a nommée. C'est quelque chose d'assez poétique avec plein de coquillages. Oui, il y a plein de coquillages. Et puis regarde ce chien qui est si mignon là. Il est très très beau. Et là, tu vois, ce chien, il est intéressant parce qu'on voit tout de suite que Cheval n'était pas un sculpteur. C'est ce qu'on appelle un modeleur. Il trouvait des pierres, il les assemblait entre elles avec du mortier de chaux. Et c'est comme ça qu'il imaginait ses figures, tout simplement. Il a construit à sa façon donc. Il a construit de façon complètement empirique en fait. Il n'a jamais appris le métier de sculpteur, de modeleur. Et il a d'ailleurs dit, puisque la nature fait de la sculpture, moi je vais finalement me faire maçon et architecte. Donc il commence par ce petit bassin, il poursuit comme ça ici avec ce temple égyptien qui fait 12 mètres de haut. Et pour équilibrer son monument, il a imaginé ces 3 géants qu'il a nommés Jules César, Archimède et Vercingétorix. C'est vraiment riche comme façade quand même. Il y a des petites pagodes, des petits animaux, il y a plein de choses. C'est vrai, on dit que c'est la façade la plus baroque, mais tu vas voir, de l'autre côté, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Alors là, tu vois, c'est quand même la merveille des merveilles. Elle est peuplée, tu vois, d'un bestiaire extraordinaire, de coquillages, de modelage. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un endroit sublime. Mais viens, je vais te montrer cette façade ouest. Tu vois, c'est beaucoup plus structuré parce que le facteur Cheval était sans doute plus âgé. Il transportait moins de pierres. Et c'est une façade universaliste parce que tu vois, il va faire référence aux architectures du monde, aux religions du monde aussi, avec là-bas un temple hindou, ici une maison blanche, ici une maison carrée d'Alger et même une mosquée, un château du Moyen-Âge. Ça fait vraiment du bien de voir toute cette mixité en fait, dont on a besoin aujourd'hui. Oui, et puis je crois que finalement tout le monde y retrouve un petit peu ses petits, voilà. Et il y a même une terrasse. Oui, il y a une terrasse extraordinaire avec cette montée d'escalier magnifique. Et là, on retrouve la patte d'apprenti boulanger du facteur Cheval. Et sur la terrasse, il y a le début du rêve du facteur Cheval. La pierre d'achoppement. Tu veux dire que c'est cette pierre qui a inspiré tout ce palais? C'est la pierre sur laquelle il a buté lors de sa tournée et qui a déclenché ce rêve de palais idéal. Mais où et comment cet ancien ouvrier agricole trouve-t-il toutes ces idées? Quelles sont ses sources d'inspiration? Marie-Josée va vous le révéler grâce à quelques rares documents d'époque. Alors ici, tu vois Laurence, on a ce qu'on appelle le magasin pittoresque. Le magasin pittoresque, c'était les premiers magazines illustrés qu'on distribuait à l'époque. C'était des magazines avec de la gravure et des magazines qui faisaient découvrir le monde aux lecteurs. Et on va retrouver dans ce magazine des tas de sujets, des tas d'images, de gravures, finalement qui vont nourrir l'imaginaire du facteur Cheval. Et on va retrouver sur certaines pages, tu vois comme ici, tout un bestiaire qui a dû le nourrir, mais pas que. Ici, par exemple, tu vois, on retrouve un phare et c'est presque, par exemple, le phare qu'on va retrouver par ici, là-bas. On a également, alors je t'ai retrouvé ça, tu vois, des cartes postales. Et tu vois, sur ces cartes postales, oui, là, par exemple... on a les colonnes, voilà. La structure des bâtiments ressemble énormément. Ces architectures du monde, c'était la façon de voyager, la façon imaginaire de voyager du facteur Cheval. Il faut savoir qu'il parcourait 40 km par jour et qu'il était dans une forme de marche hallucinatoire où finalement l'esprit voyage tout simplement. Poursuivons ce voyage. Direction Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Un village où dominent les chaudes couleurs de ce grès tendre qui permet toutes les fantaisies architecturales. Laurence retrouve Jean-Michel pour découvrir comment tous les trésors de cette riche bourgade ont été protégés au cours des siècles. Bienvenue ici à Saint-Donat, chez moi. C'est vraiment un beau village, hein? Oui, on est au cœur de la Drôme des Collines. Et puis cette maison est vraiment magnifique. Oui, une belle maison de marchand là, de la fin du XVe siècle, un des éléments du patrimoine donatien. Mais l'élément principal, c'est la collégiale Saint-Donat, du nom de ce saint qui est venu et dont la légende dit qu'il a protégé les habitants du pays des fièvres, même des dragons. Ah bon? Enfin, c'est ce que dit la légende. On va les voir. D'accord. Allez. C'est parti pour la collégiale alors. C'est parti. Jalousement protégé depuis le XIe siècle, le cloître de la collégiale fait la fierté des habitants de Saint-Donat. Et en visitant ces lieux ancestraux, Laurence et Jean-Michel vont vous faire comprendre pourquoi. Il reste du cloître seulement une galerie avec un très riche décor,
avec le forgeron, avec la luxure. Mais à l'intérieur, un détail qui est particulier à Saint-Donat et presque unique aussi. Si tu veux, on y va faire un tour. D'accord. Et voilà ce que je voulais te montrer. D'accord, c'est un musicien? C'est un joueur de rebec. On le voit taper du pied. C'est une statue avec tous les détails, tous les plis de sa robe, les détails de sa coiffure, de l'instrument, du rebec, avec l'arc, l'archet et sa corne. Ça, c'est son archer, là, qu'on devine? Oui, l'arc et la corde se voient à peine. Ça, c'est dû à l'usure de la pierre, mais on la voit encore mieux un petit peu plus loin. On va y faire un tour. D'accord. Lorsque le ciment calcaire disparaît, tout redevient en sable. La partie de la sculpture qui est protégée par la maçonnerie a bien résisté, alors que la partie exposée aux intempéries a été complètement érodée. Avec le temps, la molasse redevient sable. D'ailleurs, on va laisser le patrimoine architectural et historique, on va aller s'intéresser à un patrimoine plus intéressant peut-être d'un autre point de vue. Que de mystère! Laurence et Jean-Michel semblent faire appel à tous vos sens. Peut-être allez-vous enfin découvrir pourquoi cette région s'appelle le grenier de la Drôme. On est sous les abricotiers et dans ces sols sablonneux, légers, on a la chance de pouvoir goûter le produit de deux cultures maraîchères. Au printemps, l'asperge et en automne, ce qui va fournir notre plat de Noël, le cardon, qui est notre grand légume d'hiver, peu connu mais savoureux. Donc là, on va voir André qui fait ça, c'est ça? Voilà, qui est en train d'empailler, d'habiller les cardons. Ah, empailler, ça veut dire que ça se faisait avec de la paille avant? Ah, peut-être bien. Maintenant, on utilise plutôt du papier. Enfin, l'important, c'est que le cardon ne voit plus le soleil, qu'il blanchisse bien, que les côtes perdent leur amertume. Alors, on dit empailler, donc là, on dit habiller. ça prend combien de temps pour faire tout le champ? Oh, il faut plusieurs semaines. Hein. C'est du travail manuel, du travail pied après pied. Et on a d'autres légumes savoureux. Il y en a un autre qu'on pourrait aller voir, un produit noir au lieu du blanc du cardon. Ah, la truffe! Eh oui, Ah, oui. j'adore ça! Et pour déguster à temps cardon à la moelle d'os ou cardon gratiné, laissons André accomplir tranquillement cette tâche délicate. Du cardon à la truffe, il n'y a qu'un pas et quelques astuces que Claude va peut-être vous dévoiler. Restons optimistes. Bah, je savais qu'on allait trouver Claude ici. Hein. Ah! Bonjour, Bonjour! Ça va? Bonjour! Alors, c'est un bon terrain pour les truffes? Tu as vu la coupe du terrain, c'est merveilleux. Il y a de la marne, du calcaire et du sable. Eh ben, rien que ça, la truffe, elle adore. Est-ce qu'il y aurait quelques petits secrets pour pouvoir les trouver? Ah, les secrets. Eh bien, écoute, des secrets, il y en a quelques-uns, mais je vais t'en dire deux. Il y a une mouche qui accompagne la truffe. Quand la truffe est mûre, la mouche vient sur la truffe. Oui. Donc, il y a ce premier. Et puis le second secret, eh ben, quand la truffe commence à grossir, commence à se développer, elle fait un petit monticule et on voit une petite patte d'oie. Là, c'est susceptible d'avoir une truffe. Ah, ça serait intéressant d'aller voir ça. Mais on va y aller. Allez, suivez-moi. Nous partons donc à la recherche de mouches et de pattes d'oie. Allez, où elle est la truffe là? Où elle est? Cherche bien la truffe là. Où elle est? Regarde là. Regarde ça. Bon, il semble que cela soit plus simple pour les spécialistes et les chiens que pour le commun des mortels. Et une petite récompense. C'est bien. La truffe, comme tout bon produit, se cuisine simplement. Écoutez plutôt, carpaccio de canard mesclun et émincé de truffe avec son filet d'huile d'olive. Évidemment, préparé par Bruno Chartron, chef étoilé de Saint-Donat, cela devient une recette gourmande. Merveilleusement simple ou simplement merveilleux? À vous de choisir. Mais Saint-Donat révèle encore bien d'autres pépites culinaires. La pogne est une succulente brioche. Voilà, Comme mais Laurence, je vais vous vous faire pourrez goûter. vous essayer à la cuisiner pour Noël. Voilà. Merci. Oh, écoute, elle est vraiment succulente. Moi, j'ai pas réussi à en faire une comme ça. Alors, quel est le secret? Le secret, c'est le temps. Il faut prendre son temps.
Voilà, il faut prendre son temps pour faire les choses. Il faut aller doucement pour pétrir. Après, tu laisses reposer pendant 3 heures. Et après, tu mets en forme. Tu fais des trous, enfin, tu perces les pommes pour faire la forme. On les met en place. Et après, on laisse comme ça pendant 5-6 heures encore. Tu dis du temps, mais il faut avoir aussi un bon coup de main comme toi. Aussi, il y a un certain savoir-faire. Je sais pas peut-être je te dis pas tout. D'accord, ça veut dire que je saurais peut-être jamais faire aussi bien que ça, quoi. Tu peux essayer, mais c'est pas évident quand même. En tout cas, celle-ci de Pogne, on va prendre le temps de la déguster parce que vraiment, elle est succulente. Merci Laurence. Et du temps, c'est exactement ce dont vous aurez besoin pour découvrir toutes les merveilles de cette partie de la Drôme.